Merci de rester fidèle à nos programmes. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le JDD, le jury du dimanche, qui reçoit ce 22 septembre 2024 le professeur Ahmed Ndiaye, maître de conférence titulaire en droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur Ahmed Ndiaye, bonjour et merci. Mais bonjour Aïssata, heureux d'être là et de partager une fois encore ce prestigieux plateau qui très certainement va nous permettre d'échanger autour de ces grandes questions qui traversent de part en part notre communauté nationale. Alors, prof, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est également certainement un plaisir pour nos auditeurs ou nos téléspectateurs de vous suivre dans le jury du dimanche. Alors, professeur, le Sénégal à son Parlement, depuis le 12 septembre 2024, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye l'a dissous. Une dissolution qui fait suite à plusieurs mois de bras de fer entre l'exécutif et la majorité parlementaire détenue par l'opposition d'alors avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Alors, professeur Ahmed Ndiaye, quelle analyse faites-vous de ce feuilleton politico-juridique entre l'exécutif et le législatif? Mais merci Aïssata. Je pense que comme tout citoyen et tout acteur intéressé par la vie politico-juridique nationale, on a suivi ce feuilleton qui, à bien des égards, a montré un peu combien il pouvait être délicat dans un pays lorsque les textes ne sont pas toujours cohérents, dans une certaine clarté, lorsque les acteurs politiques ne jouent pas toujours le jeu, de se retrouver face à des situations un peu compliquées, un peu tragiques même, je dirais. Et je pense que les Sénégalais et les Sénégalaises ont vécu ce moment avec beaucoup de pénibilité au regard des nombreux défis qui se posent à notre communauté. Et regretter simplement cette passe d'armes qui aurait pu ne pas être et qui aurait certainement permis qu'on s'installât comme en 2000 et comme en 2012 dans des dynamiques beaucoup plus heureuses et beaucoup plus fructueuses en termes de relations entre les institutions. Alors, l'opposition en tant que majorité au Parlement a à deux reprises paralysé des actions du gouvernement avec notamment le refus de la tenue du débat d'orientation budgétaire et également le rejet du projet de révision constitutionnelle qui aurait conduit à la suppression du HCCT et du 16. Cette opposition, professeur, reprochait au Premier ministre de ne pas avoir fait sa déclaration de politique générale. Est-ce qu'à votre avis, cette stratégie était constitutionnellement justifiable ou était son abus de pouvoir parlementaire de la part de cette majorité? Constitutionnellement, ce serait très difficile de pouvoir argumenter en faveur de l'Assemblée nationale et surtout de la majorité qui était en place avant la dissolution. Je crois que les députés de la majorité présidentielle commis des impairs. Quand je parle d'impairs, par exemple, lorsqu'on réagit à un débat d'orientation budgétaire par l'annulation, alors que de l'autre côté, le Premier ministre n'a fait que tweeter, je pense qu'on pourrait envisager cela en droit administratif comme une erreur manifeste d'appréciation. L'opposition, la majorité parlementaire détenue par Benno Bokk Yakaar a fait une erreur manifeste d'appréciation parce que le débat d'orientation budgétaire n'appartient pas au Premier ministre Ousmane Sonko. C'est une exigence et des textes constitutionnels, réglementaires, législatifs. Je vais prendre pour exemple, ne serait-ce que leur texte à eux, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Lorsque vous combinez les articles 3 et 19, vous vous rendrez compte que c'est bien une exigence que ce débat d'orientation budgétaire puisse se tenir à date due. Et donc, ce qu'on va reprocher à l'Assemblée nationale, c'est d'avoir réagi de façon disproportionnée et un peu de façon assez
émotives. Et donc, je crois que ça ne les grandit pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas reprocher également au Premier ministre de ne pas avoir tenu sa déclaration de politique générale, d'imposer des conditions et de dire qu'il irait même jusqu'à la tenir hors de l'Assemblée nationale, devant une Assemblée populaire? Oui, vous savez, je dis souvent que le Premier ministre, de par la Constitution, doit tenir sa déclaration de politique générale. Mais il a servi un argument assez perspicace pour dire je vais venir, mais pour que je sois là, mais au moins faites un toilettage au niveau de votre texte réglementaire et réinstaller ces dispositions qui ont été tout simplement occultées du document, et là je viendrai. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est pourquoi la majorité parlementaire a attendu aussi longtemps, mais pour tout simplement réagir et positivement. Parce que ça aurait mis le Premier ministre devant les faits accomplis, et peut-être que là l'opinion se serait retournée contre le Premier ministre pour lui dire oui, maintenant ils se sont pliés à vos désirs, à votre volonté. C'est le lieu et c'est le moment d'aller répondre à cette convocation constitutionnelle d'abord. Est-ce que cette convocation a un délai, par exemple? Est-ce que le Premier ministre est tenu de faire sa déclaration de politique générale dans les 3 mois? Non, malheureusement, lorsqu'on relit ensemble l'article 55 de la Constitution, nous ne verrons nulle part trace d'un délai imposé au Premier ministre en matière de déclaration de politique générale. Et donc, certainement, c'est à l'article 97, alinéa 3 du règlement intérieur qu'on pourrait retrouver un délai de 3 mois. Ce qui, certainement, dans le débat, nous permettra de revenir sur certaines préoccupations liées à la manière... Et dans la hiérarchie des normes, professeur? Mais en réalité, le Conseil constitutionnel est revenu sur le principe de la hiérarchie des normes dans son avis servi au président de la République, pour dire que lorsque des dispositions contenues dans le code électoral contredisent d'autres contenus dans la Constitution, force est d'admettre que les premiers doivent se plier devant les secondes. Est-ce que cela ne met pas en avant professeur, met juste en lumière des fébrilités rédactionnelles de nos textes? À chaque processus, il faut qu'on soit confronté à un certain problème, des problèmes surtout d'interprétation. J'ai entendu sur beaucoup de plateaux, même des parlementaires, mais brandir le vide juridique pour dire que sur beaucoup d'aspects, il nous faut interpréter. Et lorsqu'on interprète, chacun vient avec la position qui lui est favorable. Et donc, je dis simplement que, je l'ai souvent indiqué, quand vous prenez la Constitution, article 55, il va vous dire le Premier ministre va procéder à la déclaration de politique générale après son installation. Lorsque vous allez à l'article 97 alinéa 3, on vous dira, cette fois-ci, on ne parlera plus de Premier ministre, mais on parlera de gouvernement. Là-bas, le Premier ministre après sa nomination, ici, le gouvernement après son installation. Et donc, pour la même réalité, vous voyez que des interprétations peuvent survenir lorsque il y aura des enjeux, surtout politiques. Et on peut continuer, mais les exemples sont pléthoriques relativement à nos dispositions constitutionnelles, au point que souvent je leur dis qu'il nous faudrait nous investir dans une dynamique de droit constitutionnel vivant et constant. Ça veut dire qu'il nous faut harmoniser les textes, savoir qu'il n'y a aucun texte qui soit délié des autres, qu'il y a une réalité englobante, globale, qui ferait que, comme nous l'avons indiqué tantôt, du haut du principe de la hiérarchie des normes, les dispositions de chaque norme inférieure devraient respecter les dispositions de la norme immédiatement supérieure. Est-ce que cela veut dire que, tels que nos textes sont écrits, cela ne colle pas forcément à nos réalités politiques, ou cela implique des erreurs dans l'interprétation
ou simplement, tout simplement? Aïssata, regardez. Lorsque vous prenez la fameuse déclaration de politique générale, quand vous voyagez un peu, par exemple en France, on peut retrouver de la pertinence parce qu'en France, l'article 20 de la Constitution vous dira que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Et ce même gouvernement est responsable devant le Parlement. On voit la cohérence. Mais lorsque vous revenez au Sénégal, on vous dira, article 42, alinéa 4, que c'est le président de la République qui détermine la politique de la nation. Il faut retrouver l'article 53, alinéa 2, pour qu'on puisse envisager le gouvernement et le Premier ministre et qui ne feront là que conduire et coordonner la politique de la nation. Et donc, c'est dire que c'est presque une curiosité, la déclaration de politique générale. C'est juste ce que j'appelle le mimétisme constitutionnel. C'est-à-dire que ça n'a pas de pertinence parce que de toute façon, le véritable responsable en termes de détermination de la politique de la nation, c'est le président de la République. Et regardez la valse des premiers ministres à l'Assemblée pour des déclarations de politique générale qu'on a vite fait de ranger aux oubliettes. Et donc, je ne suis pas sûr que ça méritait, pas forcément pour cette circonstance bien indiquée, je l'ai dit avant, pour dire qu'il nous faut des textes adaptés à nos réalités. Il faut qu'on arrête de faire dans l'esthétique juridique et qu'on soit beaucoup plus dans le pragmatisme. Alors, l'issue de cette crise, professeur, s'est soldée par une dissolution de l'Assemblée nationale. Était-ce, selon vous, une réponse légitime à tout ce qui s'est passé de la part du président? À défaut d'être légitime, c'est une réponse légale. Parce que les textes permettent au président de la République, par exemple, l'article 87, alinéa 1er, alinéa 2 de la Constitution, indique clairement que le pouvoir de dissolution, c'est une prérogative propre du président de la République. Maintenant, on y adjoint quelques formalités procédurales. Il faut recueillir facultativement, l'avis est facultatif, la perception du Premier ministre, la perception du président de l'Assemblée nationale. On y adjoint une autre contrainte d'ordre temporel pour dire, attention, durant les 2 premières années de législature, il est impossible de procéder à une dissolution tout simplement de l'Assemblée nationale. Et donc, oui, c'est une prérogative du président de la République qui est souvent envisagée lorsque nous sommes dans des incohérences de majorité, ce qui est le cas aujourd'hui, parce qu'il y a de nouvelles idées dominantes qui ne trouvent pas leur traduction institutionnelle au sein de l'hémicycle, et que souvent, quand c'est le cas, ça peut générer et entraîner une crise à laquelle nous avons malheureusement assisté. Le président de la République, à travers cet acte fort, va essayer tout simplement de se permettre, à lui et à son gouvernement, de posséder, de disposer d'une majorité parlementaire confortable qui lui permette tout simplement d'appliquer le projet de société qu'il a vendu aux Sénégalais et aux Sénégalaises. Et dans la mesure où le président de la République avait proposé la date du 13 septembre pour la tenue de la déclaration de politique générale et qu'il a dissous l'Assemblée nationale la veille même de cette date prévue pour la tenue de la DPG, peut-on parler de parjure? De parjure, je pense que ce serait un peu excessif. Et je crois qu'on pourrait parler de ruse politique, et c'est de part en part. Je pense que quand le président de l'Assemblée nationale s'octroie la possibilité indue de fixer la date de la DPG, on ne parle pas de parjure. C'est simplement que nous sommes aussi en politique et il y a le temps du droit et il y a le temps de la politique.
Ce que je veux simplement dire à travers mon propos, c'est que le président de l'Assemblée nationale, il savait pertinemment qu'aucune des dispositions combinées de la Constitution et du règlement intérieur ne lui autorisait de fixer la date. Donc c'était illégal de fixer cette date, alors que dans leur logique, c'est que le président de la République n'a pas du tout précisé de date pour la tenue de la déclaration de politique générale. Il a juste donné le menu, mais il n'a pas précisé de date. Donc eux, ils se sont donné les moyens de fixer une date pour la tenue de cette Oui, vous voyez, là nous sommes très clairement dans la politique. Parce que quand on regarde l'article 97, alinéa toujours du règlement intérieur, on nous dit que l'Assemblée nationale est tenue informée 8 jours au moins de la date de la date retenue. Ça veut dire que si l'Assemblée nationale est tenue informée, c'est que ce n'est pas elle qui informe. Il y a une autre autorité émettrice. Il y a une autre autorité qui doit décider de la date. Donc, à coup sûr, l'Assemblée nationale savait pleinement que cette date-là, c'était une prérogative du président de la République. Qui ne l'a pas proposé, en proposant le menu aussi. Oui, mais c'est ce que je dis. De toutes les façons, et c'est là où j'en arrive, nous sommes inévitablement dans une situation presque ubuesque, très compliquée. Parce que les Sénégalais et les Sénégalaises ont mis en place une nouvelle assemblée en termes de gouvernance du point de vue de l'exécutif. Mais malheureusement, en face, et ça, ce sont les règles du jeu démocratique, nous avons une assemblée majoritairement dominée par l'opposition d'aujourd'hui. Et donc, inévitablement, il peut y avoir un jeu de yo-yo. Mais que tout cela reste dans un cadre de légalité acceptable. Parce que le 11, choisi par le président Amadou Mame Diop, ne correspond pas au délai de 8 jours prescrit par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et donc, le président de la République, certainement, voulant gagner du temps, parce que je pense de façon presque certaine qu'à un moment donné, l'exécutif n'attendait que la date butoir du 12 pour procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale. Tout le monde se rendait compte que c'était très compliqué, c'était presque invivable de voir combien, la preuve, vous avez évoqué les projets tendant à la suppression au Conseil des collectivités territoriales, du Conseil économique, social et environnemental. Ça, c'était une des promesses faites par le pouvoir en place. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas à l'avenir, professeur, mettre des garde-fous, faire quelques réformes pour arriver quand même dans pareille situation à gérer ces transitions qui sont un tout petit peu sensibles pour le pays? Et vous savez, ce qui s'est passé en 2000 et en 2012 relevait presque d'un environnement politique assez apaisé. On peut comprendre que lorsque l'alternance survient dans les conditions dans lesquelles elle est survenue en 2024, on peut comprendre qu'il y ait ici ou là des passes d'armes. Mais maintenant, je pense que lorsque tout cela se dissipera, et c'est mon appel, il nous faudra nous retrouver pour faire de telle sorte que des situations-là qui auraient pu entraîner des conséquences plus dommageables que celles auxquelles nous avons assisté. Parce que la motion de censure brandie par l'opposition parlementaire, encore majoritaire avant la dissolution, opposition par rapport au pouvoir exécutif qui a été défait, ça aurait pu passer comme lettre à la poste. Alors, ce qui est sûr, professeur, c'est que nous n'avons pas pour le moment d'Assemblée nationale et ce sera pour les 2 prochains mois, certainement ou plus. Alors, si le président de la République venait à avoir un empêchement dans cette situation, que prévoient nos textes pour gérer cette situation? Pour être honnête, c'est une question qui me taraude l'esprit. Parce que j'ai regardé, et dans la Constitution, et j'ai regardé un peu partout, il était possible d'envisager cette possibilité-là.
Parce que la suppléance, pour l'envisager convenablement, il nous faut nous adosser sur un triptyque. L'article 30, l'article 40 et l'article 41. Mais dans tous ces cas de figure-là, on envisage la suppléance qu'en période normale. Il faut savoir que là, nous sommes actuellement dans une période presque anormale, si je puis m'exprimer ainsi, au regard du fonctionnement normal et régulier des institutions. Parce que le président de la République a décidé de mettre fin prématurément à la vie de l'Assemblée nationale. Mais, pour revenir à ta question, il n'y a aucune disposition actuelle, à ma connaissance, qui permet de tout simplement répondre convenablement à cela. C'est-à-dire que si par malheur il arrivait une situation un peu compliquée qui aurait nécessité la mise en branle de la suppléance, certainement on se retournerait vers le Conseil constitutionnel pour lui demander de sortir de son chapeau magique une solution pour traverser cette période. Donc il n'y a aucune solution pour le moment aucune solution n'est envisagée de par les textes pertinents. Est-ce que la dissolution de l'Assemblée nationale a des implications sur la gouvernance et la continuité surtout des institutions? Ah oui, la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est un moment où la vie institutionnelle presque s'arrête. Parce que actuellement, vous voyez que dans le pays, il y a un seul mot d'ordre, c'est la perspective des élections législatives. En France, même en France, où nous avons une assemblée bicamérale avec 2 chambres, lorsque l'Assemblée nationale est dissoute, le Sénat reste, mais ne travaille pas. Le Sénat gèle ses activités, en tout cas les plus importantes, dans l'attente de l'installation de la nouvelle Assemblée. Donc c'est une rupture, pour ainsi dire, dans le fonctionnement régulier de nos institutions. Ce n'est pas un moment agréable dans la vie d'une nation, démocratiquement parlant, mais ce sont des passages obligés, il faut passer par là. Et j'espère qu'on va passer par cette étape de la manière la plus douce et la plus apaisée possible. Et matériellement, d'ici à l'organisation des législatives et l'installation de la prochaine Assemblée, est-ce que l'exécutif peut être dans les délais pour le vote du budget? Oui, vous savez, Procule disait l'État peut tout ou il n'est rien. Donc je pense que si nous diligentons les procédures, si nous procédons convenablement à la mise sur orbite de ces élections-là, je crois que même si on devait décaler de quelques jours, on pourrait avoir notre budget. Donc ça ne poserait pas techniquement de difficultés pour la continuité de l'État financièrement et d'un point de vue budgétaire. Donc il n'y a aucun risque? Non, je ne pense pas qu'il y ait des risques majeurs et qui pourraient nous inquiéter au point de nous alarmer. Alors les élections législatives auront lieu le 17 novembre. Les élections anticipées, il y a un tout petit peu un bouleversement même du processus. Et en fixant la date de dépôt des candidatures aux élections législatives et en fixant la répartition des sièges au niveau des départements, le président a-t-il pris des décisions qui sont du domaine de la loi, comme le lui reprochent certains membres de l'opposition réunis autour de l'Alliance pour la transparence des élections, l'ATEL? Vous savez, c'est un peu, pour moi, c'est un peu délicat. Délicat pas dans le sens de l'exprimer, de comprendre un peu cette posture de l'opposition. Pour dire simplement que le président n'a décidé de rien. Le président s'en est ouvert au Conseil constitutionnel, ce qui est prévu par les textes. Et c'est le Conseil constitutionnel qui a décidé, il faut relire la décision du Conseil constitutionnel, que par exemple, et ça c'est pas, le Conseil n'a rien changé, que la caution qui était envisagée lors des élections législatives passées sera reconduite, que par exemple, c'est là où le Conseil va décider que le parrainage ne sera pas envisagé parce que nous sommes confrontés à un problème de délai et c'est pourquoi le Conseil dans son avis a parlé d'articulation.
Il a dit qu'il nous faut articuler l'article 87, alinéa 3 de la Constitution, mais aux articles L175 et L176 du Code électoral. Le premier fixe la caution, le second fixe le parrainage, pour dire que si nous voulons envisager les élections pour le 17 novembre, si nous respectons tous ces délais-là, il n'y aura pas d'élection. Et que peut-être que certainement il a reproduit et reconduit le schéma de 2024 lors de l'élection présidentielle, pour dire que nous sommes en face d'une période marquée par la normalité. Et vu la situation, est-ce qu'il ne fallait pas faire des concertations avec cette opposition? Parce qu'il exige, il le réclame même, parce qu'il se réfère à l'article 4 de la Constitution qui dispose que les partis politiques et les coalitions de partis politiques concourent à l'expression des suffrages dans les conditions fixées par la Constitution et la loi. Ils disent que dans cette situation exceptionnelle, c'était obligatoire. L'État devait organiser des concertations avec toute la classe politique. Oui, mais sur le processus. Mais je suis d'accord. Je pense que là, actuellement, ils sont en train de discuter avec le ministre chargé des élections, des modalités d'organisation de ces élections. Mais tout a été déjà décidé. Mais en réalité, ce n'est pas le président de la République, encore une fois de plus, qui a décidé. Ce n'est pas le président Bassirou Diomaye Faye qui a dit voilà comment on va organiser les élections. C'est le Conseil constitutionnel qui a indiqué la direction à suivre. Et les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à tout le monde, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles. Donc, s'il faut s'en prendre à quelqu'un, ben, qu'on s'en prenne au Conseil constitutionnel. C'est histoire simplement de dire que ce qui est extraordinaire, c'est que pendant un temps, tout le monde disait qu'il fallait dissoudre l'Assemblée nationale pour qu'on y voit un peu plus clair. Maintenant que c'est fait, je pense que ce que les Sénégalais et les Sénégalaises attendent, c'est qu'on aille aux élections, qu'on détermine un peu la part de chacun et du pouvoir et de l'opposition. Et pour peut-être indiquer une chose, c'est que cette élection-là, quoi qu'il advienne, est une élection. Et comme tel, il y a toujours des risques à envisager. Et donc, moi, je souhaite... Comme lesquels, par exemple? Ben, que le pouvoir en place n'accède pas à la majorité confortable recherchée. Lorsque le président Abdoulaye Wade est arrivé en 2000, j'ai prié pour lui pour qu'il y ait une majorité convenable et confortable. Lorsque le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, idem. J'ai prié pour que le président Macky Sall ait une majorité confortable. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse de notre système parlementaire, professeur, qu'un gouvernement qui n'a pas une majorité confortable à l'Assemblée nationale ne puisse pas tout simplement travailler et dérouler? Oui, mais vous savez... des actions. Vous savez, je pense que la crise, si je puis m'exprimer ainsi, entre l'Assemblée nationale et le pouvoir exécutif était arrivée à son paroxysme. Que je voyais mal, la preuve, vous l'avez dit, ils ont voulu faire supprimer certaines institutions, l'opposition a dit niet. Donc pour dire que moi je pense que la meilleure solution, et c'est ça l'une des finalités, l'une des vertus de la dissolution, c'est de renvoyer tout le monde dos à dos et de demander au peuple souverain de trancher. C'est ça le sens de ce mécanisme-là, pour dire aux Sénégalais, vous nous avez confié un projet. Moi, j'espère que comme pour 2000 et comme pour 2012, qu'on pourrait retrouver une certaine cohérence à l'Assemblée nationale en termes de majorité. Parce que je ne suis pas sûr que nos frêles démocraties soient encore suffisamment bien outillées pour faire face à des situations de cohabitation. Pour que notre classe politique soit assez mature, tout simplement. Mais vous savez, il y a encore du chemin à faire. Et c'est là où souvent j'ai interpellé sur des aspects. J'ai interpellé par rapport à la qualité de nos représentants, de nos députés, hommes et femmes. Et cela m'a poussé à encore interpeller, peut-être même pour la repenser, à propos de la loi sur la parité de 2010. Parce que... A-t-elle fragilisé l'Assemblée nationale plus qu'elle ne l'a renforcée, selon vous? En tout cas, elle ne l'a pas bonifiée. Quand je regarde ce qui se passe,
je me pose la question... Après, le niveau à l'Assemblée nationale, ce n'est pas une question de genre non plus. Ah non, c'est dans les deux sens la parité. Quand je parle de parité, je ne jette la pierre ni aux femmes ni aux hommes. Mais je dis que envisager telle quelle cette loi-là ne nous permet pas toujours d'avoir un saut qualitatif escompté. Moi, je souhaite, je prie pour qu'on ait au niveau de l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale, c'est le lieu où le peuple parle. Moi, je n'y vais pas, vous n'y allez pas, d'autres n'y vont pas. 18 millions et quelques de Sénégalais ne peuvent pas accéder à l'Assemblée nationale. Et donc, à défaut de prendre les meilleurs, mais il nous faut être capable, de par leur profil, de par leur capacité à comprendre les enjeux de l'heure, que nous puissions envoyer au sein de l'hémicycle des hommes et des femmes. Est-ce qu'il ne faudrait pas donc, professeur, tout simplement revoir le mode de désignation de nos députés qui sont le plus souvent choisis par des partis politiques, par leur loyauté envers ces partis, plus que pour leurs compétences, pour atteindre cet idéal de député du peuple? Mais, les textes sont dans les tiroirs. On a fait des colloques, des séminaires. Tout a été dit pour une refonte du système électoral sénégalais. Mais vous savez, les politiques ont cette manie d'être souvent les demandeurs, mais en même temps d'être très rebelles et réfractaires lorsqu'il s'agit maintenant de mettre en œuvre. Donc nous avons les recettes pour permettre à ce que la représentation à l'Assemblée nationale puisse être de niveau en termes d'idées, en termes de comportement. Et donc, ce qui n'est pas encore le cas, cette législature-là, la 14e, parfois, elle a laissé douter relativement à ses qualités. Je parle, regardez tout ce qui s'est passé là-bas. C'est cette législature-là qui a failli nous installer dans l'une des plus graves crises de notre histoire constitutionnelle, institutionnelle et politique depuis les indépendances. Parce que c'est elle qui nous avait presque installés dans cette prolongation du mandat du président de la République. Et il y a eu beaucoup d'actes de défiance. Je pourrais passer une journée à vous citer les actes de défiance de notre Assemblée. La suppression de la motion de censure, en tout cas la velléité, la défenestration, encore discutable. Moi, je parle de procédure, de Mimi Touré. Et donc, il y a eu beaucoup d'actes qui ont été posés. Regardez la manière dont le président Amadou Mame Diop a été installé dans ses fonctions. Je pense que dès le départ, avec des listes de suppléants supprimées ici, avec des listes de titulaires supprimées là, nous nous étions installés dans un environnement hostile. L'Assemblée nationale est venue... C'était dû également à la cohabitation, parce qu'ils étaient à un seul député de différence. Ah oui, donc vous savez... Il y avait eu un équilibre des forces à l'Assemblée nationale, ce qui était une première chez nous. En réalité, ça reflétait quoi? C'est-à-dire que ça peut arriver lorsqu'un pouvoir s'use, lorsqu'un pouvoir dure, lorsque nous sommes dans ces premiers mois de balbutiement. Il est très difficile de se retrouver dans cette situation. Mais après 5 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, il est possible que l'électorat fasse défection. Et donc, l'enjeu de cette élection, ou de ces élections, c'est surtout de savoir que, pour les tenants du pouvoir, que rien n'est gagné. L'autre disait l'avenir c'est maintenant, moi je leur dis le projet c'est maintenant. C'est-à-dire que si par une magie opératoire on n'arrive pas à retrouver cette cohérence au niveau de l'Assemblée nationale entre cette majorité-là parlementaire adossée sur un pouvoir politique ou un pouvoir politique adossé sur une majorité parlementaire, mais bonjour les dégâts, nous allons nous retrouver dans des situations très très compliquées et je ne parie pas sur le sort qui nous sera réservé. Donc, comme pour 2000... Donc l'idéal actuellement pour notre pays, c'est que le régime en place ait la majorité à l'Assemblée nationale. Mais moi, j'ai dit aux membres de l'opposition, il faut qu'on sache raison garder. Il faut qu'on prenne notre mal en patience. Et je leur dis, mais au moins, laissez-leur le temps d'échouer. Personne ne le souhaite.
Nous devons tous prier pour que ces gens réussissent. Mais j'ai l'impression que dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui sont pressés de voir le pouvoir en place échouer à travers des discours, à travers des comportements, à travers des actes. Mais sauf que cette fois-ci, ce n'est pas l'opposition qui choisit, c'est le peuple qui va choisir, qui va plus le représenter à l'Assemblée nationale. Moi, je pense que si le peuple, comme toujours, garde, parce que le peuple est souvent en avance par rapport à nos hommes politiques. Il y a une certaine maturité politique. Moi, j'ai envie, j'ai besoin, en tant que citoyen, de voir le pouvoir en place dérouler son programme. Et sur 5 ans, sur 3 ans même, sur 10 ans, nous serons capables de nous retrouver ici et de faire le bilan d'étape. Mais c'est la première fois que je vois un pouvoir installé à peine 5 mois et 20 jours, qu'on tire autant sur ce pouvoir-là. Tout le monde sait que dans la gestion des affaires de la cité, 5 mois et 20 jours, ce n'est pas tenable. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller avec tout cela. Mais ce que je souhaite, c'est ce que j'ai souhaité avec le président Macky Sall, c'est ce que j'ai souhaité avec le président Abdoulaye Wade en tant que citoyen sénégalais, mais c'est qu'ils réussissent pour le bien de ce peuple. Lorsqu'on regarde tout ce qui se passe, les drames de la mer, les drames sur les routes et ailleurs, il y a tellement de grandes questions qui nous interpellent qu'on devrait à un moment donné arrêter le temps de la politique et d'aller au boulot, au travail. Et de nous recentrer sur les grandes préoccupations. Et sur ces questions plus précisément, sur la migration irrégulière, sur les accidents de circulation, vous attendez quoi du gouvernement? Est-ce qu'il y a dans nos textes des choses qui permettent d'avoir une certaine maîtrise de ces deux phénomènes? Vous savez, j'ai un oncle basé aux États-Unis, Maodo Malingom, je le salue au passage, qui m'a envoyé un formidable texte d'un écrivain russe, Anton Tchekhov, et qui parle de sociétés défaillantes. Et lorsque vous lisez ce texte, vous êtes pris d'effroi, parce que vous avez l'impression que de par nos comportements en tant que citoyens sénégalais, par notre attitude face à la chose publique et autres, il y a de grands progrès à faire. Maintenant, il faut tout simplement que l'État prenne ses responsabilités. Et la rupture annoncée, c'est là où on l'attend. Je pense qu'au niveau des routes, je pense qu'un peu partout, nous avons besoin de mesures fortes pour nous retrouver dans une société, mais où il fait mieux bon vivre. Il nous faut pour cela un pouvoir assis. Et l'importance d'avoir une assemblée parlementaire confortable, mais à ce niveau-là, parce que tous les textes de loi, l'Assemblée, c'est l'endroit où on fait la loi. Je les appelle les faiseurs de la loi. Et s'il y a bisbille, s'il y a mésentente, le drame, c'est qu'on ne pourra pas s'occuper de ces grandes questions, on ne pourra pas s'occuper de ces grandes querelles aux grandes dames des populations sénégalaises qui en ont bigrement besoin. Alors, vous suivez le jury du dimanche sur iRadio ITV, emedia.sn. Je rappelle que nous recevons le professeur Ahmed Ndiaye. Il est constitutionnaliste. Alors, professeur, le ministre de la Justice a officiellement installé le 17 septembre dernier les magistrats du pôle judiciaire et financier qui remplacent la Cour de répression de l'enrichissement illicite et qui va désormais réprimer les infractions à caractère économique et financier. Alors, était-ce à votre avis une évolution nécessaire, passer de la CRI à un pôle judiciaire et financier tout simplement? En ce moment, il va être extrêmement difficultueux pour moi de parier sur la réussite ou l'échec du pôle judiciaire financier. Mais ce qui est constant, c'est que la CRI est enterrée et en lieu et place, nous avons maintenant le pôle judiciaire financier. Quand j'ai regardé un peu les compétences, la structuration et tout, il y a des raisons de penser que c'est un pas en avant. Maintenant, il faudrait simplement qu'à l'arrivée, les fruits soient à la hauteur de la promesse des fleurs. Quand je regarde et compare entre la CRI et le pôle judiciaire, il y a énormément de différences, substantielles différences. Quand on regarde
le domaine, le champ de compétences de cette nouvelle structure, ben, ça saisit presque toutes les infractions à caractère financier, économique. Et donc, au regard des mutations de notre monde, il est extrêmement important que le pouvoir s'adapte. Maintenant, il faut savoir que ce pôle judiciaire et financier, c'est quand même une idée que les anciens tenants du pouvoir avaient initiée et même concrétisée le 2 août 2023. Oui. Maintenant, la chance que peut-être ceux qui sont en place ont, mais aussi la malchance. Je commence par la chance. La chance, c'est qu'on ne pourra pas leur reprocher d'avoir mis en place... Ce pôle d'avoir mis en place le pôle. Voilà. Comment reprocher à Macky d'avoir réactivé la CREI? Voilà. Là, ils sont venus avec un outil que leurs prédécesseurs leur ont gentiment légué. Ça, c'est la chance. La malchance maintenant serait de penser que ce pôle judiciaire financier, c'est pour les autres. En réalité, à l'arrivée, j'ai l'impression que c'est plus ceux qui viennent, pour ceux qui viennent d'arriver que pour ceux qui sont partis. Et il faudra faire attention parce que nous serons tous regardants par rapport au premier rapport relativement à la manière dont sur une année 2, ce pays a été géré par le nouveau pouvoir. Et l'impunité peut-être qui a présidé dans ce pays durant 64 ans, certainement va prendre fin et a pris fin. Est-ce que le cadre juridique actuel est suffisant justement, professeur, pour permettre à ce pôle judiciaire de remplir efficacement sa mission? Non, quand on regarde quand même, finalement le pôle judiciaire tranche très légèrement d'une juridiction de droit commun. C'est-à-dire qu'on a des poursuites, on a une instruction, on a des jugements, on a le double degré de juridiction, on a des possibilités de faire d'appel, on a un parquet financier, on a des chambres, au moins 3, chambres d'accusation, chambres de jugement, chambres d'appel, on a un collège de juges, de magistrats et de juges d'instruction, et donc des assistants même. Je pense que tout est là pour que ça marche. Et ce qui est intéressant, c'est que cela saisit un large spectre, tout simplement, de catégories d'infractions qui pourraient nous permettre de penser que, à partir de maintenant, l'impunité est reléguée aux oubliettes. Et comment éviter justement de tomber dans le piège de la politique? Comment éviter de politiser ce pôle et qu'il ne soit qu'un instrument de chasse ou de traque d'opposants ou d'acteurs politiques? Ma seule inquiétude se trouve là. Je dirais aux nouveaux arrivants, allez vous occuper du pays, des inondations, des problèmes de sécurité routière, de migration clandestine, et laissez à ces 27 magistrats spécialisés dans la traque des malversations financières, de la corruption, de la concussion, le soin, le temps et la peine de diligenter sereinement les procédures. Ce que je souhaite dans un pays, quel que soit le bord des uns et des autres, c'est que le droit puisse escorter notre marche quotidienne. Si nous succombons à la justice ou à la tentation de la justice des vainqueurs, nous aurons beaucoup échoué en termes d'attente. Et je crois que les nouvelles autorités doivent prendre la mesure de cette demande sociale qui voudrait que les Sénégalais n'aiment pas l'injustice. Et que très rapidement, les bourreaux d'hier pourraient apparaître finalement, mais comme des colombes, si on ne prend garde d'envisager des procédures apaisées, sereines, respectueuses des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors, professeur, l'autre question sur laquelle également ce régime est très attendu, c'est la loi d'amnistie. Le 6 mars 2023, l'Assemblée nationale du Sénégal avait voté une loi d'amnistie qui couvrait les faits de violence liés à la politique et qui ont eu lieu entre février 2021 et mars 2024. Cette loi avait été votée à l'Assemblée. Donc, des voix
s'élève depuis un moment pour une abrogation de cette loi. Et du point de vue de la loi, professeur, est-il réellement possible de revenir sur cette loi? Déjà, premier élément dans l'histoire du Sénégal, on n'a pas trace d'une loi abrogeant une autre loi d'amnistie. Première remarque. Maintenant, il y a deux niveaux d'analyse possibles. Le premier niveau d'analyse, c'est le niveau interne ou national, et le deuxième niveau d'analyse, le niveau externe ou international. Quand on envisage l'espace national, il apparaît très délicat, très difficile et complexe de revenir sur la loi d'amnistie qui a été votée le 6 mars 2024. Parce qu'il ne faut pas oublier que des dossiers ont été classés. Est-ce qu'on va revenir à la situation, au statu quo ante? Est-ce qu'on va remettre en cause le principe de l'autorité de la chose jugée, le principe de l'intangibilité des droits acquis? Est-ce qu'on va remettre en cause le principe que la loi pénale plus sévère ne saurait rétroagir? Voilà, il y a des écueils presque rédhibitoires, dirimants au niveau national qui feraient que malgré et quelle que soit la volonté, ça risque d'être extrêmement alambiqué, extrêmement compliqué. Maintenant, d'un point de vue externe, d'un point de vue international, Oui. L'évolution permet de garder l'espoir. Donc, du point de vue national, il n'y a pas de cadre légal qui permettrait de revenir sur cette loi. Techniquement, pour vous rassurer, une loi d'amnistie est une loi. Oui. Et donc, comme toute loi, règle simple en droit de parallélisme des formes, une loi peut remettre en cause une autre loi. Mais maintenant, comme je dis, ça c'est l'aspect formel. Oui. Mais quand on entre dedans, c'est compliqué. Mais là où je voulais rebondir, c'est qu'au niveau international, il y a eu des promesses par rapport à la doctrine, à la coutume, aux juridictions internationales, qui ont fait que certaines lois d'amnistie votées dans des pays comme la Mauritanie, certains pays comme le Niger, mais ont été simplement remis en cause par les juridictions internationales. La CEDEAO, le 9 février 2011, a remis en cause une loi d'amnistie, ou en tout cas dans sa philosophie, votée au Niger. En France, la Cour d'assises de Nîmes, en 2005, a remis en cause une loi d'amnistie votée en Mauritanie au profit d'un haut gradé militaire, Eli Ould Da. Ça veut simplement dire que au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, au niveau de la Charte africaine des droits de l'homme, et même dans notre Constitution, c'est là où peut-être je vais vous rendre plus heureuse. La Constitution du Sénégal, article 9, s'est vue élargie en 2008 et donc s'est vue accompagnée d'un troisième alinéa qui permet d'envisager cet aspect-là. Pour dire que lorsque les actes répréhensibles, récriminés, sont d'une nature telle que ça offense la conscience humaine, acte de torture, la torture ou l'abolition de la torture au sens de la charte des droits de l'homme et des peuples en Afrique, c'est simplement une exigence démocratique des sociétés modernes. Et donc le Sénégal a ouvert une brèche pour dire attention, nous sommes en conformité avec le droit international et les actes qui peuvent saisir par le droit international, parce qu'aujourd'hui nous avons par exemple ce que l'on appelle la compétence universelle. C'est ça qui a fait qu'on a jugé Hissène Habré au Sénégal. Et donc non, toutes les portes ne sont pas fermées. C'est peut-être plus délicat au niveau national, mais les progrès, les avancées notables constatées au niveau international permettent de penser que, attention, de par nos comportements et par nos actes, on peut être absous
formellement et abusivement, comme le dit la Cour, chez nous, mais on est vite rattrapé lorsque nous franchissons nos frontières. Et que seraient les conséquences juridiques pour les personnes qui avaient bénéficié de cette loi si on venait à l'abroger? Mais c'est ce que j'ai envisagé à travers le statu quo ante. Est-ce qu'on va revenir en arrière par rapport à tout cela? Il y a des gens qui sont sortis de prison. Peut-être pénalement, ça va être très délicat. Maintenant, là où on pourrait porter le curseur, c'est au niveau des réparations des dommages civils. Parce qu'il y avait une commission d'ailleurs qui avait été mise en place. C'est là où j'interpelle certainement le gouvernement en place pour leur dire, je souhaiterais très humblement et très modestement qu'on porte un regard attendrissant sur les familles des victimes et les victimes. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu écho d'un gosse de 17 ans qui est décédé, qui était amputé de la jambe lors des manifestations. Ça, c'était une fausse information qui avait été diffusée sur les réseaux sociaux. Après vérification, il s'est avéré que c'était faux. Tant mieux. Mais chez moi, au moins, on a perdu 3 jeunes. Je voudrais que le gouvernement en place puisse prendre ce dossier en main pour se dire simplement que peut-être par rapport à toutes ces personnes qui ont fait des sacrifices énormes, il faudrait que l'État soit présent et que l'État soit bien présent pour qu'on ne ressente pas une forme d'abandon et d'oubli. On peut pardonner, mais je crois qu'il ne faut pas oublier pour que ces horreurs-là qui se sont passées ne puissent se répéter dans notre beau pays. Alors, professeur Ahmed Ndiaye, merci beaucoup. Tout le plaisir était pour moi, ma très chère Aïssata. Merci beaucoup. Merci à nos auditeurs, nos téléspectateurs et nos internautes. Le JDD, c'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.